Bienvenue à la librairie Kennet & Co, donc pour cette réédition tant attendue de Sexe, race et pratique du pouvoir de Colette Guillaumin, qui était épuisée depuis plusieurs années, et grâce aux éditions X, nous avons enfin cette réédition. On m'a demandé si c'était une réédition exacte. Je crois que oui. Il n'y a pas d'ajout. Donc de ce livre très important et dont on va parler ce soir, c'est Jules Falquet qui va animer la rencontre. Et surtout Jules va présenter aussi donc, Isabelle Claire et Sarah Gardagnoli. Donc je vais leur passer le micro. Bon, eh bien, merci beaucoup à vous d'avoir organisé, à vous d'être venus, aux éditions X d'avoir fait cette réédition et à vous toutes et tous d'être venus. Je pense que tout le monde ici connaît Colette Guillaumin vaguement de son œuvre, je veux dire, où il faut dire quelque chose de son œuvre. Non, c'est pas la peine, n'est-ce pas? Si, comme elle dit. Donc c'est une sociologue. Elle a fait sa thèse à l'origine sur l'idéologie raciste qui a été publiée en 1972 et alors qui a connu de plusieurs rééditions. C'est un livre bien sûr d'une extrême importance parce que dans le contexte français de l'époque, elle est la première à avoir envisagé le racisme non pas tant comme un ensemble de préjugés, mais vraiment à réfléchir sur la construction historique de la race et surtout vraiment, le point fondamental qui traverse l'ensemble de son œuvre, qu'elle commence à travailler pour la question de la race et qu'elle utilise ensuite sur la question des rapports sociaux de sexe, c'est la question de la dénaturalisation des rapports sociaux, donc en l'occurrence de la race et du sexe. Dans l'idéologie raciste, elle montre à quel point la race est un construit social et historique complètement lié à notamment l'histoire du colonialisme européen et de l'esclavagisme. Après quoi, elle se rapproche du mouvement féministe et en particulier de ce qui va devenir la revue Questions féministes, dans laquelle elle commence à publier cette revue qui s'appelle maintenant Nouvelle Question féministe suite à tout un tas d'histoires trop longues à raconter. À partir de 1978, la revue publie un certain nombre de ses textes et de textes d'autres théoriciennes et activistes féministes. Et les deux premiers articles du livre, là, qui est réédité, sont originalement des articles qui sont parus dans Questions féministes. Il y a plusieurs choses importantes. Sa pensée est insérée dans l'activisme, dans un mouvement social et dans une discussion collective. Je pense qu'elle insiste souvent là-dessus. Elle n'était pas toute seule et ce qu'elle a écrit, quand on a l'occasion de parler avec elle, elle dit que d'autres auraient pu l'écrire. Enfin voilà, c'est elle qui a mis son nom, mais c'est vraiment quelque chose, une pensée qui a été construite à plusieurs. Et notamment donc avec les membres de cette revue de Questions féministes. En particulier Mathieu, Vitic, Tabette, et toutes les autres, mais enfin, elles se sont beaucoup appuyées les unes sur les autres et elles se sont toutes beaucoup appuyées sur ce que Colette Guillaumin a mis en forme, qui est le concept des rapports de sexage. Et les rapports de sexage, le concept de sexage, elle le crée en faisant une sorte de parallèle avec l'esclavage et avec le servage, l'esclavage de plantation et le servage en Europe. Donc alors il y a beaucoup de débats sur l'analogie, la non-analogie entre le sexe, la race, le croisement, le non-croisement, mais enfin le fait est que Guillaumin est premièrement la première, et beaucoup d'auteurs, notamment des hommes, je ne nommerai pas, puisqu'ils ne l'ont pas nommé, mais beaucoup d'auteurs ensuite qui ont travaillé sur le racisme se sont inspirés d'elle sans forcément reconnaître la dette très importante qu'ils avaient à son égard. Donc, elle a travaillé sur le racisme, elle a travaillé sur les rapports sociaux de sexe en reprenant cette idée et en la développement de naturalisation, encore une fois. Donc, les rapports de sexage, ce sont des rapports. Le parallèle qu'elle fait avec l'esclavage et le servage sont des rapports qui sont des rapports d'appropriation, en particulier d'appropriation physique directe, d'appropriation physique directe du corps comme machine de travail. Donc ça veut dire, et le travail dans un sens large qui inclut ce qu'on est plus habitué à considérer comme du travail, et puis aussi ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière le travail procréatif et encore d'autres formes de travail.
Cette appropriation physique directe du décor comme machine de travail crée des classes de sexe, en l'occurrence dans les rapports de sexage, mais ces rapports, alors c'est des rapports d'appropriation qui peuvent être individuels et ou collectifs. L'appropriation individuelle est très liée à l'appropriation collective, et ce sont des rapports que l'on retrouve selon Guillaumin. Enfin, elle s'est inspirée des rapports qui existaient d'appropriation dans le racisme et dans l'esclavage plus exactement, nuance, et dans le servage. Elle ne dit pas que ce sont des mécanismes analogues, elle dit qu'il y a des éléments semblables et des éléments différents. Pour moi, un des éléments centraux de son travail, c'est vraiment la question de la dénaturalisation qui traverse la réflexion sur la race et la réflexion sur les rapports sociaux et sexe. Et comme je crois, ça faisait partie un petit peu de la proposition de la soirée, de dire quel rapport, plus que de parler de manière très théorique, dire quel rapport on avait chacune d'entre nous avec le livre, je dirais moi que en fait, c'est drôle, mais je ne me rappelle pas quand je l'ai lu. Je serais incapable de dire, je me rappelle très bien qu'une prof qui était mon encadrante informelle quand j'étais en DEA de l'époque et tout, m'avait passé des photocopies à l'époque, des photocopies de Les mains, les outils, les armes de Tabet, et puis après des photocopies vraiment en douce et tout de Mathieu. Et puis de là, j'ai remonté jusqu'à Colette Guillaumin, mais je me rappelle plus très bien comment, quand. Et c'est vrai que ça correspondait quand même plus ou moins à l'époque où les deux, enfin voilà, peu de temps après, aussi bien le livre de Nicole Mathieu que celui de Colette Guillaumin ont été publiés l'un puis l'autre par l'ancestresse, la grand-mère ou la mère de X, qui était des femmes. Voilà. Et j'avais un rapport aussi avec Côté Femmes à travers le fait que vous étiez associé avec Milagros Palma, qui était nicaraguayenne. Et quand je travaille sur El Salvador, il y avait un petit rapport par là. Et mon élément principal, mon lien principal avec le travail de Guillaumin, c'est aussi un lien de traduction. Enfin, au sein d'un groupe qui s'appelle Brecha Lesbica, qui est donc un groupe ad hoc transnational entre la France et l'Amérique latine, pour le dire très rapidement, on a pensé qu'il était important politiquement et théoriquement de traduire en espagnol un certain nombre de textes, et on a commencé par un de chaque, un de Colette Guillaumin, un de Mathieu et un de Tabet. L'ensemble de ces traductions avec d'autres ont été repris et publiés en Argentine par la UBA, l'université, principale université argentine. Forte de cette situation, on a fait des présentations, des discussions, etc. Et puis on a traduit en portugais ensuite et publié au Brésil avec des collègues amis et activistes brésiliennes. Et on a comme projet, là peut-être de manière un petit peu différente, mais avec des collègues argentines, de traduire là pour le coup ce même livre qui vient, le livre entier, que Guillaumin en espagnol. Donc voilà, parce qu'on pense que ça peut être des bases intéressantes de discussion, pas seulement ici, mais aussi sur d'autres continents. Voilà, je crois que j'ai largement assez parlé. Isabelle Claire, qui est la co-autrice d'une note de lecture conséquente dans les cahiers du genre sur le travail de Guillaumin, va aujourd'hui présenter un petit peu son rapport plus personnel avec l'ouvrage. Elle est chargée de recherche au CNRS et fait partie désormais du laboratoire de l'IRIS. Elle a travaillé notamment sur le thème, les différentes variations de la sexualité, notamment son premier ouvrage s'appelle Les jeunes et l'amour dans les cités. Il date de 2008 et depuis tu as publié de très nombreux ouvrages, je ne vais pas tous les mentionner, je vais plutôt te donner la parole. Je pense que c'est ce que le public attend davantage. Bonsoir, merci Jules. J'ai prévu de vous parler donc évidemment du livre de Guillaumin en deux temps. Je vais vous faire un truc un peu académique, théorique, mais aussi surtout réflexif sur le monde académique et tel qu'il a reçu il y a une quinzaine d'années ce livre. Enfin, il avait été reçu avant, mais il y a eu une réception antérieure à cette réédition au début des années 2000 dont je voudrais vous parler parce que je pense qu'elle est importante pour comprendre l'usage et la façon dont elle est mobilisée aujourd'hui dans les études féministes françaises. Et puis, dans un deuxième temps, je reviendrai sur deux thèmes qui sont importants dans la théorie de Guillaumin et qui, en tout cas, moi, m'intéressent particulièrement, puisqu'on avait décidé de faire des lectures un peu subjectives et situées de son œuvre pour pas vous faire des grandes dissertations générales, mais plutôt vous dire aussi comment nous, on l'a lu et en quoi elle nous intéresse particulièrement.
Donc les deux aspects que je développerai dans ce deuxième point, c'est sur la place du corps dans sa théorie et ce qu'elle permet de penser dans la période contemporaine, et la promotion d'une science féministe qui a un autre aspect très important, et en fait toute la deuxième partie de l'ouvrage. Donc moi je ne peux pas vraiment vous parler de la réception des textes de Colette Guillaumin au moment de leur première parution, donc pour la majorité d'entre eux à la fin des années 70 et au début des années 80. Je ne peux pas vous parler de la réception du livre qui les a rassemblés lors de sa parution en 1992, parce que j'étais pas là et j'ai pas enquêté sur le sujet. Mais par contre, je peux vous parler d'un autre moment clé, à mon avis, de la réception de ce livre, en tout cas au sein du monde académique, qui est situé entre cette parution de 92 et puis la réédition qui nous réunit ce soir. C'était pas un moment d'actualité éditoriale, comme l'est le moment présent ou comme l'a été 92, mais c'était un moment important. Ce moment démarre en 2004. En 2004, c'est l'année où a dû commencer à circuler l'annonce de 2 journées d'études consacrées aux travaux de Colette Guillaumin, présentées comme un hommage à son œuvre, et qui se sont tenues à Paris les 12 et 13 mai 2005. Alors d'après le rapport d'activité de l'association Effigie, qui est l'association qui avait organisé ces journées, elles avaient réuni environ 120 personnes, donc ça avait été un gros succès. Et c'était les premières journées d'études organisées par Effigie. Je pense qu'il y a pas mal de gens ici qui connaissent. Donc c'est une association de jeunes chercheurs et jeunes chercheuses en études féministes qui a été fondée en 2003 et qui depuis cette époque, et je pense que ça a été particulièrement vrai dans ses premières années d'existence parce que le champ était moins constitué, a joué un rôle fondamental de diffusion d'informations relatives à la bibliographie féministe, qu'il fallait lire, ce qui était important, etc. Normatif un peu aussi, c'est normal, hein, mais aussi qui servait de repère et de structuration de lieux de discussion comme l'ont été ces journées d'études qui ont été des journées très importantes, y compris dans la vie d'Effigie, je pense, puisque c'était les premières journées d'études. Et il en avait été fait grand cas dans la communauté parce que c'était ça apparaissait comme un livre, une œuvre très importante. Alors à partir de maintenant, mon propos va un peu osciller entre un récit personnel de ma découverte de ce livre et un propos plus général sur la génération du coup dont je fais partie, celle qui s'est formée donc aux études féministes à l'université au début des années 2000, dont Colette Guillaumin est une des figures iconiques désormais, je pense qu'on peut vraiment le dire sans aucune ambiguïté. Alors je ne vais pas vous raconter ma vie, ne vous inquiétez pas, mais l'idée c'est juste d'incarner un peu le contexte en fait d'une relecture de Guillaumin dans un moment du mouvement féministe et de la recherche féministe particulier, donc ce début des années 2000. Alors comme beaucoup d'autres à cette époque, je faisais une thèse qui mobilisait le genre de façon centrale dans un laboratoire où certes le genre n'était pas interdit, ce qui était déjà pas mal parce que c'était pas le cas de tout le monde, mais c'était pas non plus du tout travaillé, c'était pas un concept central du tout. Et je fais partie donc de cette génération du début des années 2000 dont d'autres collègues ont déjà parlé, sur lesquels elles ont écrit. Je pense notamment à Laure Bérény qui a un texte intéressant si ça vous intéresse de revenir sur cette petite préhistoire-là. Un texte qui est accessible en ligne pour la revue Contretemps, qui nous qualifie d'autodidactes du genre. On était nombreuses en fait à ne pas savoir où étaient les spécialistes. Beaucoup de leurs travaux étaient difficiles d'accès, pas tous, hein, mais beaucoup l'étaient. Pas seulement d'accès physique, mais seulement de connaissances bibliographiques. On était pas mal isolés, souvent chacune dans nos départements universitaires et dans nos labos, politisés par nos lectures et le contexte ambiant notamment de politisation de la vie privée, de l'égalité des sexes en politique via les débats sur le PAC, sur la parité, etc. Et on s'est quand même surtout formé avec nos copines et quelques copains, et on a tout lu dans le désordre. Et ça, Laure Bérény en parle bien, et en tout cas moi je m'y retrouve très bien, et je sais bien que je suis pas la seule. Donc dans mon cas, en 2004, donc cette année-là où a commencé à être diffusée l'annonce de cette journée hommage à Colette Guillaumin, j'étais en plein milieu de ma thèse, et j'ai découvert en même temps 2 livres produits dans des contextes nationaux, politiques, théoriques très éloignés, et en même temps qui pour moi ont résonné très fortement. Donc Sexe, race et pratique du pouvoir de Colette Guillaumin en juillet. Moi je peux noter la date, c'est sur ma fiche de lecture. Et en novembre, Le pouvoir des mots de Judith Butler qui venait d'être traduit en français, donc avant Trouble dans le genre. Donc moi mon entrée dans la théorie féministe, c'est par ces 2 livres-là, à quelques mois d'écart. Donc c'était une grosse année pour moi. Et donc si j'ai lu Guillaumin, c'est parce qu'Effigie présentait son nom et son œuvre comme un événement. J'avais vraiment aucun repère
pour savoir par où commencer. Je sentais bien que c'était là qu'il y avait des choses qui m'intéressaient dans ce corpus-là, mais vraiment je ne connaissais rien et je manquais un peu de mentor en la question. Et du coup, la publicisation des préparatifs de cette journée, en hommage donc à ces travaux, m'a donné un repère. En gros, celle de ma génération qui en savait plus que moi, notamment parce qu'elle comptait dans leur entourage universitaire quelques aînés qui, elles, savaient tout, disait qu'il fallait lire Colette Guillaumin. Alors j'ai lu Colette Guillaumin. Et il y a des chances que les choses ne soient pas passées comme ça que pour moi, mais pour d'autres que moi. Et le récit, par exemple, que Laure Bérény fait sur Internet le dit, elle, ses 4 noms, c'est Christine Delphi, Colette Guillaumin, Judith Butler et John Scott. Donc, pour vous donner une idée de... Et elle dit que notre ignorance, parce qu'on était vraiment perdus quand même, nous a donné beaucoup de liberté. Et je pense qu'elle a raison, elle nous a fait perdre aussi beaucoup de temps, elle nous a fait écrire des bêtises, mais elle nous a permis de ne pas nous censurer dans nos lectures et nos hybridations plus ou moins heureuses et plus ou moins maîtrisées entre diverses traditions de pensée féministe. Mais tous ces livres-là avaient en commun de nous parler. Je pense que c'est quand même pour ça qu'on a accroché. Et ça nous parlait de nous, ça nous parlait de nos existences, de nos colères et de ce qui faisait sens pour nous. Quand bien même, en fait, ces textes avaient été écrits dans des temps ou dans des pays éloignés des nôtres, relativement éloignés des nôtres. Alors la façon dont les choses se sont passées dans ce moment donc le début des années 2000, de fort accroissement de la population des étudiantes et étudiants intéressés par le genre, les études féministes, etc. Je pense que ça a eu des effets, ça a eu au moins 3 effets, je pense, sur la réception, ou une certaine réception partagée de ce livre de Guillaumin qui vient d'être réédité. Le premier effet, je pense, de cet événement scientifique, c'est l'effet de la découverte. Il me semble que les auteurs par lesquels on découvre une façon de voir le monde nous donnent une langue fondatrice. Moi, j'associe ça un peu aux livres les romans que j'ai pu lire à la fin de l'adolescence qui m'ont accompagnée pour sortir de l'enfance. C'est des auteurs, des livres avec qui on apprend à parler une langue qu'ensuite on va parler pendant des décennies. Et pour moi, Sexe, race et pratique du pouvoir, c'est la voix de Guillaumin avec ce qu'elle a de singulier. On y reviendra sur le sexage, sur plein de choses qui sont spécifiques à sa théorie. Mais c'est aussi pour moi la première voix que j'ai vraiment lue et entendue sur la voie féministe, de théorie féministe que j'ai pu lire. Et du coup, je sais bien qu'elle n'a pas tout inventé, que tout ne vient pas d'elle, que évidemment sa pensée s'est produite dans un collectif, qu'il y a des choses qu'elle a écrites, que d'autres ont écrites aussi, etc. Mais pour moi quand même, et je le sais, et peut-être que d'ailleurs parfois je fais des citations injustes, pour moi c'est la voix, la première voix, et du coup ça reste la voix qui surnage toujours quand je mobilise mon répertoire mental personnel de théorie féministe. Et moi je me souviens très bien de la lecture de son livre. Je vois exactement la pièce où je me trouvais. C'est un peu fétichisé, mais c'est vraiment réel. Ça m'a pris une journée parce que j'étais vraiment accrochée, enfin j'arrivais pas à le lâcher, et à chaque page je me disais un truc du genre bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'était vraiment aussi parce que c'était elle, parce que c'était ce livre et parce qu'il est très bon, mais aussi parce que c'était le premier, enfin, et du coup il y avait un côté dévoilement, comme dirait l'autre, qui était assez fort. Et du coup, la voix de Colette Guillaumin, que j'ai jamais vue ni entendue en vrai, je la connais pas, je l'ai jamais. C'est des raisonnements, mais c'est aussi des phrases que je connais quasiment par cœur, qui sont comme des espèces de slogans en fait du féminisme en général, de la théorie féministe. Parce que bien sûr aussi, une des raisons pour lesquelles, même si sa pensée s'est formée collectivement, etc., elle a quand même une écriture qui est aussi la sienne, enfin c'est un auteur, et elle a une écriture très imagée, qui est très rigoureuse, mais qui est, je trouve, qui est très agréable à lire, parce qu'elle est assez libre de certaines conventions, des conventions scientifiques, mais aussi des conventions politiques. Enfin, elle a vraiment une écriture singulière, et évidemment, elle a des formules... Elle a des formules fabuleuses qui restent. Alors, je vais vous faire un petit florilège de moi, mes formules, qui ne sont pas que les miennes. Je pense qu'il y en a plein à qui ça a fait ça. Mais donc, de quelques phrases qui sont là tout le temps. Alors, au début du livre, elle démarre assez rapidement à propos d'une anecdote d'un fou qui touche le sexe des femmes dans la rue. Et donc, elle écrit « On ne prend publiquement que ce qui vous appartient. Même les kleptomanes les plus débridés se cachent pour tenter de saisir ce qui n'est pas à eux. Pour les femmes, c'est inutile de se cacher. Elles sont un bien commun. » Ou encore, plus tard, une phrase clé, « Les femmes sont le sexe, tout entière sexe est utilisé dans ce sens. Sexe est la femme, mais elle ne possède pas un sexe. Les hommes ne sont pas sexe, mais en possèdent un. Ils le possèdent si bien d'ailleurs qu'ils le considèrent comme une arme. » À un autre endroit, « Notre nature, c'est la différence. On dit masculin parce que les hommes ont gardé le général pour eux.
En fait, il y a un général et un féminin, un humain et un femelle. Et une dernière, sur l'occupation de l'espace. Voyez les barres et les jambes des hommes qui s'étendent largement sur les sièges, les dossiers, leurs gestes ouverts et parfois brusques dans les déplacements. Au contraire, voyez les jambes jointes, les pieds parallèles, les coudes rapprochés, le déplacement mesuré des femmes, même dans leur hâte. Même dans leur hâte. Un deuxième effet, à mon avis, de ces journées d'études d'effigie qui donc ont encouragé à lire Guillaumin, à s'y intéresser, c'est d'avoir introduit cette relecture de Guillaumin en même temps qu'un débat qui est devenu central dans les études féministes françaises, celui, tu en parlais tout à l'heure, de la pluralité des rapports de pouvoir, parce que ces journées étaient intitulées le genre au croisement d'autres rapports de pouvoir. Et donc la relecture de Guillaumin, ce qui évidemment ça fait sens quand on la lit, mais n'empêche qu'elle s'est faite avec cette introduction-là, en tout cas de façon très publique et très largement partagée, de la pluralité des rapports de pouvoir. Et c'est un aspect fondamental, bien sûr, de la théorie de Guillaumin, d'avoir pensé ensemble et en même temps le racisme et le sexisme. Et bien sûr, ses écrits résonnent très fortement depuis au début des années 2000, après les fameuses affaires dites du voile, le 11 septembre, la critique du racisme, y compris dans la théorie, l'importation du concept de race, pas que par Guillaumin, mais aussi par d'autres voix. Et sur cette question de la pluralité des rapports de pouvoir, Guillaumin se distingue de nombre de ses contemporaines, donc de celles qui écrivaient déjà dans les années 70, parce que pour définir le rapport de sexe, donc ce qu'elle appelle le sexage, elle ne s'est pas référée à la classe sociale, en tout cas pas centralement, même si comme les autres, il lui arrive de parler de classe de sexe, mais donc à l'esclavage, au servage. Et dès lors, elle n'a pas choisi la même analogie, en fait, pour expliciter ce rapport de pouvoir, et elle s'en explique, puisqu'elle dit qu'entre le rapport de pouvoir qui est fondé sur le sexe et celui qui se fonde sur la race, il y a une similitude. Tous deux se construisent, se fondent, se légitiment et s'expriment par le marquage du corps, par un discours sur la nature et donc par l'appropriation du corps. Et elle dit que ça, c'est différent pour la classe sociale. Et là, à ce moment-là, elle sort de la seule analogie, parce que souvent, on la présente, et c'est vrai, elle a une pensée analogique du sexe et de la race, mais elle fait déjà du croisement, comme on dit maintenant, de l'intersection, etc., etc. En tout cas, elle introduit quelque chose d'important pour penser l'articulation des rapports de pouvoir, puisqu'elle écrit que la force de travail des ouvriers, donc qui est au cœur du conflit de classe, du rapport de classe, elle est exploitée, mais les ouvriers possèdent leur corps. Et ils possèdent leur force de travail, ils la vendent, ils se la font pour partie volée, etc. Mais pour les femmes et les esclaves, eux ne possèdent pas leur corps et donc ils n'ont rien à échanger, ils n'ont rien à vendre. Et ce n'est pas leur force de travail qui est volée, mais leur corps tout entier. Elle écrit « Si on compare la relation de sexage avec la vente de la force de travail sur le marché classique, on se trouve confronté à la notion d'échange. Or, il n'y a pas d'échange dans la relation de sexage, puisqu'en fait, rien ne vient comptabiliser quelque chose que ce soit qui pourrait être la matière de l'échange. Si rien n'évalue ou ne comptabilise, si tout, en majuscule, est dû et si tout est propriété, le temps, la force, les enfants, tout, sans limite, la relation de sexage n'est pas une relation de marché. » Et ça, c'est important, et c'est aussi pour ça qu'elle est relue beaucoup dans la période contemporaine et qu'elle a été introduite sur cette question de la pluralité des rapports de pouvoir, c'est qu'elle dit aussi que les rapports de pouvoir ne sont pas tous de même nature, que ce ne sont pas tous des rapports de production, qu'on ne peut pas les penser théoriquement exactement de la même façon. Et là, bien sûr, c'est un des objets du débat sur la fameuse intersectionnalité ou l'articulation des rapports sociaux ou des rapports de pouvoir. Est-ce qu'ils sont tous équivalents, est-ce qu'ils sont tous primordiaux, etc. Ces choses-là sont désormais beaucoup discutées. Le troisième effet que je vois dans cette réapparition de Colette Guillaumin à l'occasion de ces journées d'études de 2005, qui est directement issue des deux premiers, c'est qu'en même temps qu'elle est réapparue sur la scène, elle est devenue une icône, elle est entrée, je ne sais pas à quel point c'était le cas ou pas auparavant, là il faudra voir avec les personnes qui étaient là avant moi, mais elle est rentrée quand même dans le panthéon des théoriciennes françaises féministes incontournables. Dans la préface du livre publié à la Dispute, qui réunit la traduction de textes de Teresa de Lauretis, donc assez loin de Colette Guillaumin, Pascale Molinier parle très bien de ça, je trouve, de ce moment de renouvellement ou de discussion théorique à la croisée d'une forme de certain renouvellement du mouvement social ou d'évolution du mouvement social, d'un renouvellement générationnel, de l'importation de théories étrangères comme la théorie queer ou le black feminism,
en même temps qu'étaient exhumés des textes de la théorie féministe produite en France à partir des années 70, et qui ont eu notamment comme effet que, je la cite, « le matérialisme et les théorisations en termes de rapports sociaux y ont gagné un regain d'influence. Ainsi, l'œuvre pionnière de Colette Guillaumin est-elle littéralement passée du statut de l'oubli à celui de texte classique ?» Alors, je ne sais pas si elle caricature le processus qui s'est passé à ce moment-là, mais en tout cas, elle désigne elle aussi ce moment comme un moment où vraiment elle entre au panthéon sikh des théoriciennes de référence dans la théorie féministe française, entre guillemets. Et je trouve que c'est important de penser en tout cas à l'historicité de la façon dont on construit les références incontournables. Et je pense que pour un cercle plus restreint, elle l'était déjà auparavant, mais quelque chose dans la diffusion de son travail s'est opéré à ce moment-là. C'est le sentiment que j'ai, mais on pourra en discuter, hein, parce que c'est très situé tout ce que je vous raconte, évidemment. Donc à présent, je voudrais juste finir sur 2 thèmes qui sont parmi les thèmes centraux de la théorie de Colette Guillaumin. Donc le premier, c'est l'importance qu'elle accorde au corps, et bien sûr cette notion fondamentale d'appropriation du corps des femmes que signale le concept donc, de sexage. Et vraiment cette proposition qu'elle fait sur l'appropriation du corps des femmes, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup frappée, enfin m'a été très utile pour comprendre ce que je voyais sur mes propres terrains d'enquête. Donc moi je travaille sur l'entrée dans la sexualité génitale, l'expérience de l'hétérosexualité à l'adolescence, les normes sexuelles, les normes conjugales, etc. Et donc j'ai fait des enquêtes à partir de 2002 et je continue dans divers milieux sociaux. Et à chaque fois, cette question de l'appropriation du corps des filles, en l'occurrence parce qu'elles sont assez jeunes, enfin, filles, femmes, sur mon terrain, se rejoue continuellement. On peut se dire parfois quand on lit certains de ces textes qu'il y a quelques exemples qu'elle prend pour illustrer son propos qui font un peu dater, où on se dit oh, bah, ça a changé, oh, bah, non quand même, dans le droit c'est plus comme ça. Bon, enfin voilà, il y a des petits détails comme ça à la marge, mais en gros, le gros des troupes est toujours pertinent parce qu'elle a une proposition évidemment théorique de fond, et cette idée que au droit des uns correspond le devoir des autres, c'est quelque chose que par exemple j'ai en permanence retrouvé sur mes terrains quand des filles sortent avec des garçons, forment un couple qui peut durer 1 semaine, 2 semaines, mais à partir du moment où le couple est défait pour une raison X ou Y, elles continuent à être appropriées et leur corps continue à être approprié par des garçons qui, dès qu'elles ont des échanges affectifs ou sexuels avec d'autres garçons ou qu'ils les fantasment, elles deviennent des salopes parce que ce sont des filles publiques, ce sont des filles qui n'appartiennent plus à personne et sur lesquelles ils ont encore des droits, et notamment de les étiqueter, etc. Et cette question de l'appropriation du corps des femmes est vraiment quelque chose qui se retrouve, moi je l'ai vu sur mes terrains, mais on le voit, enfin c'est assez facile de voir que ça se retrouve partout. Et bon voilà. Et plus largement, pour moi, le travail de Guillaumin a constitué une entrée aussi importante. Et là, c'est moins directement lisible peut-être dans son œuvre. En tout cas, c'est pas lisible pour tout le monde. Mais je pense que c'était une entrée importante pour problématiser la sexualité comme un site privilégié de la fabrique du genre, des rapports asymétriques entre les groupes de sexe. Je vais m'expliquer. Hein. La perspective théorique à laquelle elle est identifiée, le féminisme matérialiste à la française, comme on dit, ou comme on peut dire, a plutôt peu travaillé cette problématique, c'est-à-dire cette idée que l'institution hétérosexuelle est une matrice du genre et du rapport social de sexe, voire même parfois à refuser que cette question-là soit constituée en objet de recherche féministe. Alors c'est particulièrement vrai dans ma discipline en sociologie. Et pour aller vite et pour rester dans cette histoire du cercle des icônes, si on veut comprendre quelque chose à la sexualité en tant qu'institution sociale, pas seulement sur les pratiques érotiques, etc., dans la théorie féministe qui est dominante en France en sciences sociales, donc qui est quand même le féminisme matérialiste à la française, en gros, il y a Monique Wittig et Colette Guillaumin, quand on prend dans les références les plus anciennes et les plus fondatrices. Et même si la sexualité est beaucoup moins centrale pour Guillaumin que pour Wittig. En revanche, elle est là, elle est dite et elle est problématisée en tant qu'institution qui fabrique du genre. Notamment parce qu'elle a thématisé la domination des femmes en parlant de l'appropriation du corps des femmes plutôt donc que de leur seule force de travail. Elle dit que cette appropriation prend 4 formes. L'appropriation du temps, l'appropriation des produits du corps, le lait, les cheveux, les enfants, la charge physique des invalides du groupe, les vieillards, les enfants, les handicapés, et l'obligation sexuelle.
cette possibilité de recourir à Guillaumin pour penser aujourd'hui la sexualité comme une institution, comme un régime politique, tient aussi au fait que, un peu comme Wittig, Guillaumin accorde une large place à l'idéologie dans sa théorie, ce qu'elle appelle la face mentale des rapports de pouvoir. Et c'est beaucoup par le langage et l'idéologie, la pensée straight de Wittig, que se pense la problématisation de la sexualité, donc conçue comme un système hiérarchique qui fonde l'hétérosexualité comme la sexualité normale, conforme à la nature ou à l'ordre symbolique en fonction des obédiences, plutôt biologisantes ou plutôt psychanalytiques, etc. Et par exemple, après avoir cité Wittig dans Le corps construit, c'est un des textes de l'ouvrage, Guillaumin explique: autour de l'appareil reproducteur externe, femelle ou mâle, une construction matérielle et symbolique est élaborée, destinée à exprimer d'abord, à mettre en valeur ensuite, à séparer enfin les sexes. Donc dans cette phrase et dans d'autres qui traversent ces textes, elle accorde une place à la sexualité qui n'est pas du tout centrale dans d'autres théories féministes françaises, comme un site qui transforme les mâles en hommes et les femelles en femmes. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Wittig et Guillaumin étaient toutes les deux du même côté du conflit de questions féministes. Donc le collectif et la revue Questions féministes qui a eu un très gros conflit, notamment au sujet de la sexualité au début des années 80, et notamment autour de la question de l'hétérogénéité de la classe des femmes au regard de la sexualité. J'en parle parce que c'est un conflit qui est très important pour les études féministes et pour ensuite essayer de comprendre ce qui fait que des auteurs ou des approches comptent, ne comptent pas, apparaissent, disparaissent. Le problème de ce conflit, c'est qu'il est à la fois très connu et très tabou et très peu connu finalement, en tout cas sur son contenu. Mais une des choses qui apparaît dans les traces qu'on en a, les traces les plus accessibles, tourne autour du fait d'aborder la hiérarchisation des sexualités comme un régime politique fondamental pour comprendre la symétrie entre les groupes de sexe, et dès lors aussi le fait de voir la sexualité comme un clivage hiérarchique au sein de la classe des femmes, plaçant les femmes hétérosexuelles et leurs problématiques aussi théoriques dans une position dominante et hégémonique. Et donc ce conflit est donc connu, très tabou dans la communauté féministe. Il a eu des effets forts probablement, et je pense que c'est en référence à ce que je vous disais tout à l'heure de la réception, de la réapparition, peut-être à relativiser, mais de l'œuvre de Colette Guillaumin que j'y fais référence. Il y a peu de choses qui ont été encore écrites à son sujet, et donc il y a un article de Dominique Fougerolas à propos des controverses et anathèmes au sein du féminisme français qui est paru en 2005. Il y a des petites choses outre-Atlantique, il y a quelques traces d'archives qui sont accessibles, qui donne la version du conflit alternative à la version qui a été publiée dans le premier numéro des Nouvelles Questions féministes, qui est la revue qui a fait suite à Questions féministes. Et donc on sait en gros qui était dans chaque camp, enfin comment et c'est intéressant, pas pour personnaliser les débats ou pour jeter d'autres anathèmes, c'est pas la question, mais par contre de voir comment se sont construits les groupes et les alliances, et du coup la façon de lire politiquement le monde social et les priorités du combat féministe, et aussi la priorité des questions théoriques qu'il fallait poser, qu'il fallait se poser. Alors on saura progressivement plus de choses sur ce conflit. Il y a des gens qui travaillent dessus, qui font des recherches sur les archives de socio-histoire pour comprendre ça et d'autres choses, parce que il n'y a pas que ça qui compte. Mais c'est vrai que redécouvrir Guillaumin, qui a occupé une position spécifique dans ce conflit-là, et qui était la position finalement minoritaire, puisque Nouvelle Question féministe s'est faite avec l'autre camp, pas celui qui problématisait de façon centrale l'hétérosexualité. Et du coup, redécouvrir Guillaumin, que ce soit, en tout cas pour ce que je connais, du début des années 2000 ou encore aujourd'hui, continuer à la redécouvrir, c'est aussi renouer avec des problématisations au sein de la théorie féministe française qui, pendant longtemps, ont été moins développées que d'autres, qu'il s'agisse de la race ou encore, dans une moindre mesure, donc du corps et de l'obligation de la contrainte à l'hétérosexualité. L'autre aspect qui, moi, m'intéresse beaucoup chez Guillaumin, et je finirai avec ça, c'est sa critique féministe de la science. Alors là encore,
Il y a des choses qui ont été écrites, bien sûr, en France là-dessus. Il y a des choses fameuses chez Christine Delphi. Il y en a encore plus, peut-être, chez Nicole Claude Mathieu. Il y a des relectures des pères fondateurs. Je pense notamment à un ouvrage de référence récent, Sous les sciences sociales, le genre. Et il y a d'autres textes. Il y a aussi des textes de Claire Michard, de relecture et de critique de l'androcentrisme des discours savants et des théories. Mais il n'y a pas non plus finalement tant de textes, ça, en tout cas il y en a moins, par exemple si on fait de la comparaison, mais l'idée n'est pas de faire de la comparaison, mais les espaces dans lesquels ces choses-là se sont passées sont très différents, mais par exemple aux États-Unis il y a une montée en théorie très poussée, très développée, qui a donné lieu à beaucoup de publications sur ce qu'on appelle le standpoint, le positionnement féministe, qui en France à la fois est présent et qui prend moins de place, en fait, on va dire, dans la bibliographie. Et en même temps, quand on travaille sur ces questions-là et dans cette perspective de recherche, on est censé savoir ça, parce que c'est fondateur et c'est fondamental que, bien sûr, la perspective féministe s'est construite sur une critique des savoirs dominants et des savoirs antérieurs qui étaient produits par des hommes, qui pensaient en tant qu'hommes et qui présentaient leur savoir et leur position comme un savoir universel. Donc on doit savoir ça et on sait ça parce que c'est fondateur. Mais ce propos n'est pas tant explicité que ça, et il se trouve que vraiment cet ouvrage et la deuxième partie de cet ouvrage est tout entière consacrée à ces questions-là et constitue en fait au sein de la bibliothèque féministe française vraiment une somme importante de réflexion sur ces sujets-là. Alors, dans cette deuxième partie de l'ouvrage, tout est intéressant, vraiment, je trouve, mais tout le bouquin, mais la deuxième partie, il y a vraiment il y a le texte fondamental sur le système des marques, qui est vraiment un texte central dans sa théorie. L'article sur l'éthologie, le premier, est super, mais alors moi, je vais vous en parler que d'un, parce que c'est pareil, il faut choisir, donc je vais vous parler, je crois que c'est le dernier, ou un des derniers, sur les effets théoriques de la colère des opprimés. Donc là aussi, quand même, il faut avoir le sens de la formule, parce que les effets théoriques de la colère des opprimés, quand même, c'est bien trouvé. On comprend immédiatement de quoi elle parle, et en même temps, il faut lire le papier, parce qu'évidemment, on ne voit pas tout ce qu'elle dit à travers son titre. Et elle s'intéresse dans ce texte donc à la portée scientifique de l'entrée des minoritaires dans la théorie, et donc de l'entrée du regard minoritaire aussi dans la théorie. Et elle écrit, après cette entrée, une fois que le minoritaire est là et qu'il dit quelque chose, il n'est plus jamais question de poser les problèmes de la même façon qu'antérieurement. Alors ça a un peu l'air de rien, cette phrase peut-être, mais c'est une phrase qui continue en fait encore aujourd'hui, particulièrement dans ma discipline, donc en sociologie, mais aussi ailleurs, ça j'ai pas de doute. C'est une phrase qui continue d'être subversive, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les sociologues français, évidemment, ils disent plus que leur science est neutre, ils savent que le contexte dans lequel la science est produite agit sur son contenu, que nous sommes des acteurs sociaux, bien sûr. En revanche, ils pensent très souvent, il et elle, parce qu'il ne faut pas non plus, mais ils pensent qu'il existe une science délestée des prénotions, pour citer l'un des plus célèbres, Pierre Bourdieu, c'est-à-dire que par la mesure scientifique, on compte les gens, on recoupe le matériau, on est sérieux, on critique, on travaille collectivement, ou plus ou moins d'ailleurs, et on peut produire un savoir qui n'est pas orienté par des préjugés. Les prénotions, en gros, c'est les préjugés. Et ce que doit faire le savant, c'est ça, c'est se libérer, quand même, à un moment donné, par une espèce d'opération. Il parle de sublimation scientifique, on sort et puis on monte quand même un peu et on regarde le monde et depuis un point de vue, Donna Haraway dit on voit tout depuis nulle part, c'est un truc divin. Voilà. Donna Haraway a dit ça dans les années 80 et Colette Guillaumin aussi. Et d'après par exemple ce sociologue et la majorité de ses héritiers, qui à d'autres égards peuvent être proches du féminisme parce qu'eux aussi manient une théorie critique, donc il y a des convergences aussi. Mais il y a une chose sur laquelle vraiment je pense que ces deux théories critiques ne sont pas d'accord, c'est que pour cette théorie-là, pour la théorie bourdieusienne, je vous en parle parce qu'elle est très importante dans la sociologie française, toute politisation de la science peut mettre en danger la science, met en danger la science délestée des prénotions. Or ce que dit Guillaumin, et d'autres, mais ce que dit Guillaumin dans ce texte, c'est que le regard du minoritaire entraîne une rupture avec des façons de voir antérieures. Parce que la personne minoritaire ne voit pas pareil, ne voit pas la même chose, et surtout, à partir du moment où elle l'a dit, ne pas le reconnaître, c'est le nier.
Et ça, c'est important pour la rupture. Elle se fait aussi à ce niveau-là, c'est qu'elle révèle l'imposture. Et une fois que l'imposture est révélée, continuer à la perpétrer, c'est quand même transgresser quelque chose. C'est un peu fauté quand même. Et en gros, les féministes, en venant dans la théorie avec leur colère d'opprimés, et c'est important qu'elles passent par les émotions, là aussi, du coup, elle permet d'inscrire ce qu'elle dit dans des choses qui aujourd'hui apparaissent comme des nouveautés, de travailler sur l'émotion, mais c'est des choses qui sont très très fortes dans ces textes, entre autres textes. Mais en entrant dans la théorie avec leur expérience de la domination, les féministes ont permis de produire une meilleure science, alors même qu'on leur reproche toujours l'inverse, évidemment. Mais ce qu'elle dit, c'est voilà, la science neutre, le God trick, le truc divin de voir tout depuis nulle part, avait quand même oublié un sacré paquet de choses. Et du coup, à partir du moment où on entre avec cette expérience-là, une expérience en lutte, on voit mieux en fait le monde réel. Donc ça veut dire que l'objectivité qu'on construit est meilleure, et de meilleure qualité et plus forte. Et une chose que ce regard a introduite, et je finirai là-dessus, c'est de prendre en compte la réalité sociale et historique des femmes, évidemment, celle qui avait été passée sous silence très longtemps, et donc de faire des femmes des objets de savoir. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où les femmes ont été constituées et ont pu se constituer comme sujets de savoir, celles qui écrivent sur les autres, elles ont pu faire des femmes, toutes les autres, des objets de connaissance. Elle écrit « Devenir un objet dans la théorie était la conséquence nécessaire de devenir un sujet dans l'histoire ». Et elle parle très bien, je trouve que c'est vraiment un texte important pour ça, notamment de la violence qui réside dans le choix de l'objet de savoir. Car au fond, choisir d'étudier, de faire de tel type de catégorie ou de telle population un objet, c'est décider de qui compte dans la vie sociale et pour la connaissance. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup Isabelle. Et maintenant, je vais très vite donner la parole à Sara Garbagnoli, qui fait sa thèse à Paris 3 sur la politique sexuelle du Vatican. Vous avez deviné voilà, que ça a un rapport avec le fait qu'elle est italienne. Je vais quand même dire que tu as travaillé avec d'autres collègues et amies italiennes à la traduction et la publication de plusieurs textes féministes, dont certains textes de Colette Guillaumin, dans Quaderni Violi, ça s'appelle Non si nasse donna. Merci Jules, merci Isabelle, bonsoir à toutes. Je suis très heureuse de pouvoir participer à la présentation de cette réédition de Sexe, race et pratique du pouvoir, l'idée de nature, 25 ans après la première parution de cet ouvrage prodigieux de Colette Guillaumin. Donc je tiens d'abord à remercier Violette Co, Catherine et Christine. Merci d'être les meilleures dealeuses d'ouvrages féministes en terre française et au-delà. Je tiens à remercier Auristelle Bonis et les éditions X pour faire exister ou réexister les trésors de la théorie féministe. Ce soir, je pense bien sûr au livre de Guillaumin, mais aussi à deux autres ouvrages publiés par X qui entrent en résonance particulière avec celui de Guillaumin. Il s'agit, un peu de pub, de l'anatomie politique, catégorisation et idéologie du sexe de Nicole Claude Mathieu, réédité par X en 2013, et du chantier littéraire, encore un peu de pub, de Monique Wittig, publié par X en 2010, en collaboration avec les presses universitaires de Lyon. Non seulement Guillaumin partage avec Mathieu et Wittig la même approche, le féminisme matérialiste, et le même but politique, la destruction du système de genre, mais le corpus des trois théoriciennes est caractérisé par un réseau d'intertextualité, de citations réciproques, d'influences mutuelles. Comme Mathieu, Guillaumin étudie la question de la construction et de la naturalisation du corps des opprimés, des effets de l'oppression sur les consciences des dominés, et revendique l'enchevêtrement entre action féministe et théorie féministe. Guillaumin l'écrit, le passage est souvent cité d'ailleurs par Mathieu, pour les sujets minoritaires, le fait de devenir un sujet politique dans l'histoire, Guillaumin pense au mouvement des libérations des femmes, est consubstantiel au fait de devenir l'objet de notre propre théorie du monde social. Elle pense naturellement à l'essor des études féministes.
Quant à la relation entre Wittig et Guillemin, les deux théoriciennes dressent une analyse très semblable des processus de nomination, de désignation, que dans l'idéologie raciste, Guillemin définit comme les actes premiers de racisation. Elles partagent aussi une théorie du langage très proche. Le langage est théorisé par l'une et par l'autre comme étant une arme à double tranchant. À la fois, c'est un vecteur d'oppression, en raison notamment des présupposés hétéronormatifs du langage, mais c'est aussi un lieu d'action, site of action, dit Wittig, que les subjectivités minoritaires peuvent réinvestir pour opérer des formes de désinvisibilisation de l'oppression qu'elles subissent et des formes de resubjectivation. Le langage, d'un côté, donc, blesse, meurtrit, mais de l'autre, il peut être source de réinvention collective et individuelle de soi. Au sujet minoritaire incombe donc ce que Leonora Miano a défini dans son dernier recueil de réflexion, l'impératif transgressif. Il faut transgresser ce langage meurtrier, le langage de l'ennemi, comme disait Jean Genet, la langue inhospitalière et inhabitable, pour employer l'expression forgée par Michel Causse. Il faut donc transgresser le langage meurtrier pour se réinventer, en créant une langue dans laquelle pouvoir habiter, pour citer le beau projet à la fois politique et littéraire de James Baldwin, A Language to Dwell In. Pour cela, il faut d'un côté, je cite Wittig des Guerrières, passer au crible chaque mot, et de l'autre, je cite Wittig du chantier littéraire, secouer les mots et les concepts dans le kaléidoscope du monde pour opérer toutes sortes de révolutions dans notre conscience au fur et à mesure qu'on le secoue. Il faut inventer des concepts, sexage, genre, des termes, guerrière, féminaire, mais aussi des pronoms, le je, avec le slash entre le J et le E du corps lesbien, par exemple, des prénoms, par exemple Théo pour Wittig, des noms, je pense au nom de Brouillon pour un dictionnaire des amantes, qui manquent au langage dans une vision où analyse et utopie, théorie, imagination et invention sont les différentes facettes du même quête pour voir ce que l'on ne voit pas, c'est-à-dire l'oppression, toujours niée, pour dire l'indicible, la resubjectivation minoritaire, pour inventer l'impensable, le non-genre. Sexe, race et pratique du pouvoir est un livre formidable. Toutes celles qui l'ont lu le savent bien. Je vais moi aussi de dire quelques mots sur la formidabilité de ce livre à partir de ma lecture et de mon expérience. Dans un premier moment, je parlerai du matérialisme de Guillemin, qui me semble-t-il caractérise et spécifie le travail de Guillemin au sein du groupe des féministes matérialistes. Après, je présenterai le livre comme étant un ouvrage féministe qui interroge de manière réflexive l'irruption du féminisme dans les sciences sociales et aide à penser la force et la persistance des réactions antiféministes qu'une telle prise de parole ne cesse d'alimenter. Ensuite, en conclusion, je parlerai de ma découverte du livre et de ce que cela a produit en termes d'un véritable choc existentiel. Donc, Sexe, race et pratique du pouvoir est un livre formidable pour le sujet abordé. Le titre en donne tout de suite l'indication. Il s'agit de sexe, de race, de relations d'oppression et d'idées de nature, ainsi que des articulations qui lient entre eux ces éléments. Le livre est formidable pour l'approche, le féminisme matérialiste, choisi pour aborder ces sujets. Dans l'ouvrage, sexe et race sont théorisés par Guillemin, non comme des faits des natures, comme le sens commun y inclut, le sens commun savant les appréhende. Le sexe du groupe des femmes, la couleur de la peau des non-blancs sont théorisés par Guillemin comme des marques d'oppression. Sexe et race n'existent pas en soi. Ils sont des mythes, des formations imaginaires, mais socialement très efficaces. Ils sont des produits d'une oppression systémique subie par les porteuses, les porteurs de la marque. C'est l'oppression qui crée ces marques comme significatives, comme socialement pertinentes et naturelles. La question de la racialisation caractérise l'œuvre de Guillemin dès son début comme chercheuse. Une telle question est abordée par Guillemin dans sa thèse intitulée « Un aspect de l'altérité sociale, l'idéologie raciste », soutenue en 1969 sous la direction de Roger Bastide et devant un jury composé entre autres par Raymond Aron et Roland Barthes. Ce travail est publié quelques années plus tard aux éditions Mouton, 1972, sous le titre de l'idéologie raciste, Genèse et langage actuel, est réédité en 2000 chez Gallimard
Malgré la très faible réception initiale, cet ouvrage marque une rupture radicale dans les études sur le racisme, donc d'une appréhension du racisme relevant d'une opinion politique ou d'une posture morale. On passe à une conception du racisme comme système structurel d'altérisation, d'infériorisation, de racisation des groupes opprimés. L'oppression est métamorphosée en nature, voire en culture naturelle, et opère par inscription de l'idée de naturalité des opprimés dans les catégories de perception et dans les catégories institutionnelles d'une société donnée. Guillemin pense en particulier aux catégories juridiques et aux catégories et présupposés des discours scientifiques. L'analyse des groupes sociaux, les hommes et les femmes, les non-racisés et les racisés, comme des groupes qui ne préexistent pas aux rapports sociaux d'oppression, constitue, on le sait, le cœur de l'approche matérialiste telle qu'elle a été conçue et élaborée par les théoriciennes du collectif qui a fondé et animé entre 1977 et 1980 la revue Questions féministes. Dans la préface à la pensée straight, Wittig rend hommage à ce groupe de théoriciennes sans lesquelles, je la cite, elle n'aurait pas pu attaquer le monde straight sur le plan conceptuel. Mathieu, Delphi, Guillemin, Tab et Stey. De Guillemin, Wittig dit spécifiquement qu'elle a transformé, je cite, notre approche du matérialisme au point de la rendre méconnaissable. En effet, dans Sexe, race et pratique du pouvoir, la notion de matérialisme se réfère à une théorie sur la nature et le statut des groupes sociaux, mais aussi à une théorie des relations entre ordre économique et ordre symbolique. Tout d'abord, pour Guillemin, et cela vaut pour toutes les féministes matérialistes, matérialisme se réfère à la méthode marxienne, le matérialisme historique, qui pense les rapports entre groupes comme rapports entre classes antagonistes. Donc pour Guillemin, et cela est valable pour les féministes matérialistes, il s'agit d'appliquer une telle méthode à l'ordre sexuel. Les féministes matérialistes théorisent donc que les hommes et les femmes ne sont pas des groupes naturels, mais ils sont des classes, au sens marxien, des groupes sociaux antagonistes, créés par un système d'exploitation et de domination profitant aux hommes. Hommes et femmes sont des catégories entièrement sociales qui ne préexistent pas leur mise en relation dans les rapports de pouvoir. La croyance dans la naturalité de l'ordre sexuel, les groupes de sexe, les hommes et les femmes, sont appréhendés par le sens commun comme étant des groupes naturels, est si solide car elle est produite par un enchevêtrement entre ordre économique et ordre symbolique dans un rapport, dit Guillemin, des complicités implicites. C'est le deuxième emploi de la notion de matérialisme fait par Guillemin, mais aussi par Wittig. Je cite Wittig, toujours dans le chantier littéraire. Il faut considérer qu'il y a un autre ordre de matérialité par rapport à l'ordre économique, qui est celui du langage, du discours, des discours qui se présentent comme scientifiques. La transformation des rapports économiques ne suffit pas. Il nous faut opérer aussi une transformation politique des mots, des notions, des concepts, car le langage façonne le réel et les consciences, ainsi que les automatismes pratiques, les corps, les muscles. Wittig parle de plastie du langage sur le réel et Guillemin produit l'analyse de ce phénomène. Dans un tel matérialisme, il n'y a donc pas une prééminence de l'économique sur le symbolique, du structurel sur le superstructurel. Comme l'écrit Guillemin, les formes matérielles de l'oppression et les formes idéologiques qu'elle prend sont les deux faces de la même médaille, produisant chacune des effets bien réels. Cet enchevêtrement entre ordre économique et ordre symbolique produit donc la croyance dans la naturalité des deux sexes comme étant une croyance socialement crédible. Faire la théorie de cette croyance crédible permet de voir l'inversion entre cause et effet à travers laquelle l'oppression de femmes se déploie. Ce qui est socialement appréhendé comme étant l'origine et la cause de l'oppression, la typologie d'un sexe, est l'effet des rapports de domination. Le sexe, dit Guillemin, n'est pas une donnée, une propriété inhérente au sujet qui en exprimerait la nature et les dispositions, mais un fétiche, une marque qui cristallise en les cachant les rapports d'exploitation et d'appropriation qui lui préexistent. Ces rapports de pouvoir créent la marque, donc le sexe, comme socialement pertinente, efficiente. Le même processus vaut pour la race. Je cite Guillemin. La marque morphologique est supposée précéder le classement, alors que les rapports sociaux créent le groupe sur lequel la marque va, en raison même du rapport social, être vue. La marque ne précède pas davantage le rapport social que ne le font l'inscription au fer rouge ou le tatouage d'un numéro. Sexe et race sont des moyens de rationaliser et d'organiser la violence meurtrière et la domination des groupes sociaux puissants sur d'autres groupes sociaux réduits à l'impuissance.
Guillaumin forge la notion de sexage pour nommer et ainsi désinvisibiliser le rapport de classe qui lie la classe des hommes et la classe des femmes. Ce rapport se déploie sous la forme d'appropriation, c'est-à-dire de réification et d'usage du corps et du travail de l'ensemble des femmes, mais aussi par une dépossession de leur autonomie mentale. L'appropriation est un rapport social entre classes, mais il n'est pas perçu comme tel en raison de l'idée de nature qui naturalise l'oppression en la cachant et en la légitimant. Dit autrement, l'appropriation des groupes minoritaires est consubstantielle à leur naturalisation. Les appropriés ne sont pas perçus comme opprimés, mais comme naturels, mieux comme inférieurs par nature. Plus spécifiquement, l'existence des classes de sexe est masquée par l'idéologie naturaliste qui attribue la constitution de ces groupes à la division anatomo-sexuelle. La différence sexuelle, appréhendée par Guillaumin comme le pur produit idéologique sécrété par le patriarcat et son idéologie pour légitimer l'oppression des femmes et cacher son origine sociale. Dans cet ouvrage, Guillaumin donc produit une théorie de l'oppression des femmes et une remarquable étude de la pensée naturaliste. Sexisme et racisme en sont deux variantes, telle qu'elle s'est constituée, nous dit Guillaumin, à partir du XVIIIe siècle. Il s'agit d'un système de croyances et de perceptions liés à des rapports sociaux et économiques dans lequel les conduites humaines sont présentées comme étant des conséquences du supposé nature interne des acteurs. Les êtres sociaux seraient programmés de l'intérieur. Guillaumin parle de déterminisme endogène. Cela revient à affirmer la nature transcendante, donc immuable, de l'ordre social. Oppression, racialisation, naturalisation, transcendance. La puissance analytique qu'une telle analyse dégage demeure intacte 30-40 ans après la publication de ces textes. Si l'ouvrage n'a pas perdu une once de sa force de frappe théorique, cela vaut aussi pour la force politique des analyses féministes qu'elle génère. En 1975, dans le numéro de la revue L'Arc consacré à Simone de Beauvoir et la lutte des femmes, Christine Delphy publie un article intitulé « Pour un féminisme matérialiste ». À vrai dire, elle ne signe qu'avec ses initiales. Quelques années auparavant, déjà, elle avait signé un autre texte féministe sous le nom de Christine Dupont. Pas facile d'être au CNRS et de publier des articles féministes. Les choses ont-elles changé? Beaucoup changé. L'article de Delphy s'ouvre sur quelques constats et pose deux questions auxquelles l'auteur répond dans la suite du texte. Je cite Delphy. Nous sommes femmes, nous sommes sociologues, c'est-à-dire scientifiques. Nous tenons un discours sur la société, donc sur les femmes. Que signifie l'irruption du féminisme dans la société? Que signifie l'irruption du féminisme dans la sociologie, ou plus généralement dans les sciences humaines? Sexe, race et pratique du pouvoir est un livre féministe qui part des mêmes constats, qui pose les mêmes questions. Le livre y répond en montrant que ce que le sens commun appelle la situation des femmes est produite par un système d'oppression. Cela veut dire qu'une telle situation est un sujet de révolte pour les femmes. Cela signifie donc qu'elle est résistible, qu'elle est non inévitable. Autrement dit, qu'elle n'est pas naturelle, qu'elle n'est pas métasociale, qu'elle n'est pas transcendante, mais qu'elle est immanente à l'histoire et à la politique, qu'elle peut donc être changée par la lutte et par l'analyse. Dans cet ouvrage, Guillaumin non seulement mène une analyse féministe de l'oppression des femmes, mais de manière réflexive traite de l'irruption du féminisme dans les sciences humaines, de ses conditions sociales de possibilité, des effets que ce processus a produits. Effet émancipateur, la théorie féministe fait voir ce que l'on ne voyait pas, mais aussi effet réactionnaire. Le féminisme produit un retour de l'antiféminisme. Effet émancipateur. En dévoilant l'oppression des femmes et les formes sociales de sa naturalisation, la théorie féministe rompt, je cite Guillaumin, avec l'incrédulité de béton qui entoure l'origine sociale et hiérarchique des rapports entre les groupes de sexe. Je cite encore Guillaumin. En passant des sexes comme groupe naturel aux sexes comme classe produite par des rapports sociaux, l'entrée des minoritaires dans le domaine théorique n'a pas généré un simple affinement des connaissances, mais une véritable révolution théorique. En nommant l'oppression des femmes, ces théories font voir, théorein, ça veut dire voir, faire voir, ce qui était couvert du voile de l'évidence, ce qui ne se pensait pas car impensable, ce qui était considéré comme préalable à toute société, à toute forme de connaissance, à toute forme de conscience. Ces analyses donc sont intrinsèquement et explicitement politiques,
parce qu'elles ouvrent une possibilité d'action politique en faisant voir ce qu'on ne voyait pas, qui n'existe pas avant la théorisation. Effet réactionnaire aussi, en raison donc de cette démarche théorique paradoxale, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire d'aller contre la doxa, contre le sens commun, et de sa consubstantielle visée politique révolutionnaire, le féminisme ne peut que déranger l'ordre établi et générer en réaction des formes d'opposition qui le visent directement. Dans l'ouvrage, donc, il est question du féminisme et il est question aussi d'antiféminisme. D'un côté, l'antiféminisme nie, ou ce qui revient au même, minimise, individualise, pathologise, ethnicise ce que les analyses féministes montrent. C'est-à-dire que les femmes sont opprimées, que la minoration subie par les femmes fait système, que ce système n'est pas réductible à d'autres formes de domination, qui profite au groupe social des hommes, et qu'au-delà des clivages sociaux qui traversent chaque groupe de sexe, il produit les femmes comme une communauté de sorts. De l'autre, l'antiféminisme s'oppose farouchement à la légitimité des études des recherches féministes en les taxant d'un ensemble hétéroclite de défauts qui en saperaient la validité. Non scientifique, car militante, communautariste, car produite par des groupes minoritaires au nom de la minoration subie, inutile, il n'y aurait pas ou il n'y aurait plus d'oppression, ou il n'en existerait d'autres formes qui seraient prioritaires, exagérée. Il n'y aurait pas tant d'oppression que ça. Les analyses féministes seraient elles-mêmes productrices de formes de violence et de discrimination, envers les hommes, les pauvres, envers les enfants, envers les femmes elles-mêmes. La révolution féministe, donc, ne cesse de susciter des vigoureuses résistances anti-féministes. Il suffit de penser à la croisade dite anti-gender. Le concept de genre a été choisi par le front qui se définit anti-gender comme le symbole, la cristallisation emblématique de la dénaturalisation de l'ordre sexuel produite par les théories féministes antinaturalistes que le Vatican a baptisées féministes du gender. La croisade anti-gender vise à renaturaliser l'ordre sexuel en délégitimant les théories et les luttes qui ont été et qui sont porteuses d'une révolution épistémologique, esthétique au sens fort du terme, car elles touchent aux catégories de perception du monde social. Il me semble qu'on peut donc appréhender une telle croisade comme une réaction politique à ce que Guillaumin a appelé les effets théoriques produits par la colère des opprimés. Sexe, race et pratique du pouvoir est un livre formidable aussi, car ça nous parle toujours, ça nous interpelle encore. Il est un livre classique, il s'agit d'un livre inépuisable. Plus on le relit, plus on y découvre la richesse des interrogations soulevées, des sujets abordés, des pistes analytiques qu'il ouvre. Il est à la fois nécessaire, incontournable et d'une renversante actualité. Deux exemples. Je pense à l'analyse des processus de nomination. Nommer, désigner, classer, dire socialement de quelqu'un ou à quelqu'un qu'il est quelque chose, qu'il a une identité par nature, par essence, par déterminisme biologique, revient pour Guillaumin à lui assigner une place dans l'ordre social, à lui attribuer un système de limites sous forme d'interdiction, de licitation ou d'attribution de légitimité ou d'illégitimité à faire, à dire et à penser. De la nomination découle, dit Guillaumin, un effet d'assignation statutaire, la tendance à acquérir socialement, par incorporation, d'où l'effet de plastique du langage dont Viti parlait, les capacités et les incapacités a priori attribuées au groupe auquel l'individu est assigné. Capacités et incapacités acquises qui seront a posteriori socialement appréhendées comme découlant de la nature, c'est-à-dire du sexe, du sujet. Je pense aussi à l'analyse de la construction hétérosexualisée du corps dont Isabelle parlait avant. À une vision du corps appréhendée comme donnée anatomique individuelle, déhistoricisée et désociologisée, Guillaumin oppose une anatomie politique du corps hétérosexualisé. Elle analyse la construction et la naturalisation des corps et des consciences des classes de sexe. Les corps sont hétérosexualisés, construits asymétriquement par un système hiérarchique de contraintes physiques et mentales. Pour les femmes, il s'agit d'un corps et d'une conscience, construits à la fois comme proches, accessibles, disponibles, réifiés, appropriables, vulnérables, violables. Les corps des femmes sont trafiqués, mutilés, contrefaits, déshumanisés, réifiés, réduits à leur sexe. Je conclus en disant qu'avant de devenir un objet d'étude, ce livre a été pour moi à la fois un coup sur la tête, une bouée de sauvetage, une bouteille d'oxygène. Je suis arrivée en France au début des années 2000, j'avais fui
ma famille, patriarcale et homophobe comme les bonnes familles se doivent de l'être. J'avais fui l'Italie, jardin du Vatican, c'est-à-dire à l'époque jardin du duo Wojtyła-Ratzinger, avec leur célébration du génie féminin et du nouveau féminisme, c'est vrai, ils l'ont dit à partir de 1995, qui doit célébrer la différence ontologique entre la femme, parce qu'il n'y en a qu'une, et l'homme. J'avais fui l'Italie, terre où le féminisme différentialiste est hégémonique. Le livre de Guillaumin, donc, mettait des mots, des concepts sur ma souffrance de lesbienne qui avait horreur physique, pré-réflexive de toute posture différentialiste. Il m'a à la fois soulagée en me faisant sortir de l'isolement, il m'a ouvert les yeux en me faisant découvrir une analyse féministe, radicalement anti-essentialiste, une analyse féministe, disons. Ça a donc marqué pour moi le début d'une prise de conscience féministe et a produit une conversion du regard radicale et définitive. Des années après ma fuite d'Italie, s'est transformé en un retour partiel. Je pus entre-temps dénicher 2, 3, 4, 3,5 féministes matérialistes dans la terre du féminisme différentialiste, et avec elles, nous avons commencé il y a 3 ans donc, à traduire des articles de féministes matérialistes. En Italie, une sociologie féministe des sexes n'existe pas encore, non seulement parce qu'un tel champ d'études ne s'est pas autonomisé, mais surtout parce que les recherches et les luttes existantes se réfèrent soit au courant du féminisme différentialiste, si proche à celui du duo Wojtyła-Ratzinger, soit à des approches se réclamant de la pensée queer telle qu'elle a été développée par Butler, et donc qui ne produisent pas vraiment des analyses structurelles de l'infériorisation des femmes. Depuis quelques années, on assiste heureusement à la traduction aussi d'ouvrages des féministes noires ou postcoloniales. Je cite la traduction de Sister Outsider de Lord l'année dernière et le récent recueil Femminismi queer postcoloniali, coordonné par Paola Bacchetta et Laura Fantoni en 2016. Donc ça c'est déjà un soulagement. Donc moi, avec mes 2 amis féministes matérialistes, nous souhaitons contribuer à ouvrir un nouvel espace théorique et politique féministe qui affirme la nature entièrement sociale des catégories de sexe, mais à la fois l'existence des femmes comme classe opprimée et appropriée par la classe des hommes, et aussi la nécessité politique de détruire le système de genre. La traduction de sexe, race et pratique du pouvoir, sesso, razza e pratica del potere, vient d'être acceptée par les éditions EDS et constituera pour nous un autre pas dans cette direction. Sexe, race et pratique du pouvoir, donc, n'est pas qu'un livre féministe qui produit une analyse féministe de l'oppression des femmes et une analyse féministe de l'irruption du féminisme dans le champ théorique et politique. C'est un livre contagieux, c'est un poison, c'est une fabrique féministe, un livre qui permet le passage de la souffrance individuelle à une prise de conscience de classe. Guillaumin montre bien que l'une des caractéristiques de la violence exercée par la domination de la classe des hommes sur la classe des femmes repose dans la limitation de l'accès aux représentations, y compris les représentations de la domination. Donc la conscience claire de la domination, autrement dit une conscience des classes, n'est pas déjà donnée aux opprimés. Elle doit être conquise à travers une prise de conscience d'être opprimée. La lecture de cet ouvrage, donc de l'ouvrage de Guillaumin, m'a permis d'entamer ce processus de prise de conscience qui certes est douloureux et traumatisant, mais qui est aussi le préalable pour survivre, pour vivre mieux, pour se penser autrement, pour s'engager dans une lutte qui vise la destruction du système hiérarchique qui crée la classe des sexes comme groupe naturel et naturellement complémentaire. Peut-on dire de certains livres qui sauvent la vie ? Tout sujet minoritaire qui se pense comme tel, je crois, connaît la réponse. Merci beaucoup. Merci infiniment de la part de tout le monde, je crois, pour ces 2 magnifiques présentations. Maintenant, la parole est à vous, je pense. Vous avez plein de commentaires, de questions, des remarques. Vous aussi, vous avez peut-être lu Guillaumin et ça vous avait fait un effet incroyable. Je vais juste faire une information. L'idéologie raciste, malheureusement, est épuisée pour l'instant, depuis pas très longtemps. Je ne sais pas du tout si ça va être réimprimé ou pas. Bah oui. C'est vrai que là, toi,
Isabelle, tu as rappelé l'histoire de la phrase « l'homme, le fou sur le boulevard Leclerc », je ne sais plus quel boulevard. Voilà, hier, j'ai vu le fou du boulevard Leclerc, j'ai failli mettre une tarte, mais il a essayé de faire toujours la même chose. Moi, j'ai un autre bout de phrase qui reste, c'est 4 pompiers, un médecin, un avocat et 3 femmes. Voilà. Je trouve que c'est une phrase aussi assez significative. Mais je pense que vous avez des choses à partager là. C'est juste pour dire que j'ai beaucoup aimé l'intervention de Sarah qui contextualisait avec le lien. J'ai aimé aussi celle d'Isabelle. Non, mais je trouvais très important de le lier effectivement avec Nicole Côte-Mathieu et Monique Wittig, parce que je suis liée à Monique Wittig sur le plan de l'association Monique Wittig, etc. Et je trouve très important de chercheuses qui rendent à l'une et à l'autre, non pas ce qu'elle lui doit, mais ce travail commun qui est fait ensemble, auquel effectivement était lié au début Christine Delphi, mais bon, parce que quand même, on ne va pas discuter là de la scission QF-MQF, parce qu'il y a des archives, et parce que quand même, la scission a porté sur cette conclusion de Monique Wittig, à la suite d'un article extrêmement long, les lesbiennes ne sont pas des femmes. Il y a toute une histoire à faire sur le plan théorique de cette scission, et des effets que ça a eu pour les lesbiennes, et pour le féminisme, et des effets que cela a encore aujourd'hui, avec un débat et une histoire qui n'est effectivement pratiquement pas faite. Normalement, la revue Amazon d'hier, lesbiennes d'aujourd'hui, qui reparaît, devrait publier pour rendre plus accessibles ces textes qui existent et sont relativement accessibles. Enfin, il faut quand même aller aux archives lesbiennes, je ne sais pas où. Donc, elle devait publier, ça devait... Voilà, je ne sais pas où ça en est exactement. Peut-être aussi il y a un texte qui est intéressant pour réfléchir pour bien contextualiser aussi, notamment justement Guillaume, en tout cas moi ça m'avait beaucoup éclairé, c'est le texte de Daniel Juteau et Nicole Laurin qui s'appelle « Des religieuses aux mères porteuses », où en fait elles montrent bien au sein du matérialisme, au sein des féministes matérialistes, les différences qu'il peut y avoir entre par exemple Delphi et Guillaumin et puis d'autres, les anglophones notamment, ça peut aider à situer, parce que c'est vrai qu'après, si on rentre dans des considérations vraiment théoriques, il y a des différences à la fois subtiles et très profondes, quoi. Et moi, il me semble, je voudrais juste revenir sur une chose, cette histoire du corps, parce que vous l'avez toutes les deux souligné, et c'est vraiment très important. Mais je crois qu'à la fois, et comme Nicole Côte-Mathieu, puisque son livre s'appelle quand même L'anatomie politique, donc on peut vraiment, souvent, certaines anglo-saxonnes ou anglo-saxons disent oui, alors... les féministes négligent le corps, ou certaines négligent particulièrement le corps. Non, l'anatomie politique, je crois qu'on ne peut pas... Et quant au corps dont parle Guillaumin, voilà, c'est à la fois, et je pense que c'est ça qui est très riche, c'est à la fois le corps sexué et le corps comme... Enfin, c'est-à-dire, pour elle, c'est le corps comme machine de travail, et dans le travail, il y a le travail... entre guillemets du sexe, c'est pas le terme qu'elle utiliserait, enfin, il y a le travail procréatif, il y a le travail domestique, il y a le travail à l'usine, sur la chaîne, en train de fabriquer des voitures, enfin, il y a toutes ces formes de travail. Et c'est ça qui est vraiment magistral, je pense, c'est une des choses qui est vraiment magistrale dans sa pensée. J'ai une question, indépendamment de tout cadre théorique, qui est passionnant. La première personne qui est intervenue, Isabelle, vous dites que vous étudiez justement pour trouver ces mécanismes d'appropriation du corps chez des adolescents. Et est-ce qu'il y a moyen de faire parvenir votre analyse et cette théorie aux sujets qui sont en train de subir ça, et qu'elles en prennent conscience à 15 ans au lieu qu'on en prenne toute conscience à 25 quand c'est trop tard? Il y a plusieurs façons de parler aux gens, de parler avec les gens de leur vie. Donc quand on entre, moi dans mon cas, je rencontre ces filles et ces garçons, parce que je vois les deux groupes de sexe, c'est par le biais d'enquêtes ethnographiques. Et donc par ce biais-là, l'entrée c'est ça. Et du coup, ce que permet l'ethnographie, c'est par exemple par rapport à des enquêtes qui sont uniquement fondées sur des entretiens, ce qui arrive, c'est une autre façon de faire ce qu'on appelle du terrain. Mais l'ethnographie permet d'être dans la vie des gens. Alors on y est jusqu'à un certain point parce qu'on occupe toujours une position très très bizarre quand même. On est là, on écoute, on est dedans, mais enfin on est aussi dehors. Bon, c'est une position un peu particulière. Et c'est aussi une position de pouvoir par rapport aux gens sur qui on enquête, dont on fait des objets. Bon.
Donc après, il y a plusieurs façons justement dans la façon de mener l'ethnographie pour à la fois ne pas faire des gens que des objets de savoir et d'avoir des modes de collaboration, de discussion et de réflexivité en fait surtout. Et en même temps, ce qui est très compliqué, ce qui est contrarié, c'est justement l'existence malgré tout de ce rapport de pouvoir dans la relation d'enquête qui tient au fait que c'est le chercheur ou la chercheuse qui va les voir, c'est son désir qui s'impose au désir des gens et que qu'on ne va pas sur du terrain pour libérer les gens malgré eux. Enfin, et donc du coup, bien sûr qu'il y a des modalités de discussion avec certaines personnes plus qu'avec d'autres, aussi parce qu'il y a aussi des affinités, enfin, il y a des choses qui peuvent se discuter, et il y a des choses aussi qui ne peuvent pas se discuter parce qu'en discuter peut être aussi de la violence. Enfin, et après, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être discutées par ailleurs, et d'ailleurs il y a des formes de... Enfin, je pense que c'est très important, c'est des choses qui sont assez peu discutées en France en sociologie, mais sur les modalités de délégation aussi de la relation, pour que les relations, qu'elles soient, par exemple, quand on est rendu témoin de violences, de violences sexuelles, on en est rarement rendu témoin, mais ou des formes de violences sexuelles ou de violences physiques ou de violences psychiques dans des couples, par exemple, comme ça m'est arrivé à plusieurs reprises, d'avoir aussi des délégations, d'informer les gens sur les possibilités d'aller voir telle et telle personne, d'être là si besoin, mais de pas non plus pouvoir se substituer à des gens qui savent ce qu'il faut faire dans ces situations-là ou qui ne sont pas pris dans cette relation très, très particulière. Donc voilà, tout ça pour dire que ça peut être un espace dans lequel des choses peuvent se dire, mais que c'est pas forcément toujours l'espace idéal à partir duquel créer vraiment des relations égalitaires et des discours qui peuvent aider réellement les gens. Enfin, c'est à double tranchant. Petite question du public. Je veux bien dire un petit mot. En fait, c'est l'intervention d'Isabelle, ce que tu disais de la réception de moment de 2004, ce colloque d'effigie, ta découverte. Et du coup, je peux, en rebondissant, comme on dit beaucoup aujourd'hui, sur ce moment-là de 2004, raconter en fait l'entreprise de réédition qui a été au tout début, c'est-à-dire en 91 et 92. La réédition, l'édition en réalité des articles de Nicole Mathieu d'abord et l'édition en recueil des articles de Colette Guillemin. Parce que c'est des moments pas franchement historiques, c'est plutôt des moments de grand creux, mais c'est des moments qui sont significatifs par rapport à notre histoire collective et politique, c'est qu'on partage et intergénérationnel. C'était dans ce début des années 90, c'était assez sinistre. Pour les gens qui, comme moi, et sans doute il y en a plusieurs dans la salle aussi, qui avaient connu, en partie au moins, l'effervescence du mouvement dans les années 1970, on est passé d'un coup dans les années 80 avec une présidence socialiste, pas mal d'argent pour les institutions, un moment qui a été assez fabuleux, qui était le grand colloque de Toulouse en 1982, qui a été une espèce de base de lancement des études féministes. Enfin voilà, ça pensait exister un petit peu, mais là ça... Et puis brusquement, un énorme creux. Et enfin, il y avait quelques postes d'études féministes, ça commençait à exister, mais un énorme creux où on était encore aux prises, je pense à l'édition, avec la notoriété d'un certain féminisme qui s'exportait très bien, ou qui en tout cas prétendait s'exporter très bien, avec un effet retour des États-Unis, et qu'on appelait à l'époque le French Feminism, et qui était un féminisme très essentialiste. C'est celui de Kristeva Sixou-Sirigaray, c'était la triade. Et ça nous rendait assez malheureux, cette situation qui était à la fois de dire le féminisme français à l'étranger, il est essentialiste. On sait quand même, il y a eu des articles qui sont très très importants, qui sont aujourd'hui dans des revues difficiles d'accès. Et il y a par ailleurs la situation nouvelle, créée par le petit appel d'air des quelques postes fléchés études féministes, qui fait qu'il y a des gens qui commencent à faire des recherches. Et voilà. Et donc ça a été ça, l'envie de rééditer ces textes à la fois pour qu'effectivement ils deviennent vraiment accessibles, y compris pour les nouvelles jeunes chercheuses. Et puis bien sûr, d'éditer en partie des nouvelles recherches produites et qui, à cette époque, étaient encore beaucoup de la littérature prise et qui sortaient pas du terroir. Voilà. C'est juste, c'était une petite intervention pour scander comme ça les moments historiques que nous partageons. Mais bien sûr, le fait que le French Feminism, ça nous enrageait quand même. On était à l'époque. C'est une aventure qu'on a menée en particulier avec Dominique Fougerola et avec Hélène. Et c'était pour beaucoup, en fait, dans cette entreprise.
Isabelle, quand vous disiez que quand vous avez lu le livre, vous vous êtes dit ah mais c'est ça, exactement. Je me suis revue quand j'ai vu la première fois avec Vicky, il disait la même chose, ah mais c'est ça. Mais je me souviens en ce moment, je me disais ah là-dessus par contre je suis pas d'accord, enfin, là je ne suis pas là, et je me demandais si vous aviez la même chose pour Guillaume. Je n'avais pas ça, mais je suis pas d'accord. Ouais, non, c'est bien de poser la question comme ça. Mais je suis obligée de regarder ma fiche. Je sais qu'il y a un endroit où j'ai mis que j'étais pas d'accord. Et le truc où j'ai mis oh là c'est un peu dépassé maintenant. Tout ça en connaissant rien. Donc, j'ai des commentaires avec lesquels je suis plus d'accord non plus maintenant. Ouais, bon, enfin, c'est vraiment un truc ponctuel. Hein, mais pardon si c'est le côté fiche de lecture. C'est pas très global, mais parce que j'ai pas non plus accès à tout dans ma mémoire, quoi. Donc c'est là plutôt. Et à un moment donné, elle a dans le discours de la nature, elle a un passage sur le sexe dévorant. Et elle dit que elle parle des femmes présentées comme des sexes dévorants et elle dit que c'est la face idéologique inversée du même rapport social. Et elle dit si la moindre autonomie se manifeste dans le fonctionnement sexuel lui-même, voilà qu'elle est interprétée comme une machine dévorante. Et du coup, elle interprète le fait qu'on qualifie qu'on perçoive les femmes comme étant des sexes dévorants comme une forme de rappel à l'ordre, de résistance contre de possibles autonomisations, etc. Et moi, à ce moment-là, sur mon terrain d'enquête, ce que je voyais, c'est que évidemment, que la violence, elle s'abat très souvent quand les personnes dominées se résistent, se rebellent. Enfin, c'est le moment où la violence se manifeste. C'est d'ailleurs un révélateur de la résistance. Enfin, ça peut être considéré comme un révélateur de la résistance. Mais ce que je voyais aussi, c'est que qu'elle se rebelle ou qu'elle se rebelle pas, qu'elle soit autonome ou pas du tout, l'image notamment du sexe dévorant, c'est pour ça que je m'étais attardée à ce moment-là dans le livre, ça jouait pas tant que ça. Enfin, c'est-à-dire que oui, ça pouvait être utilisé comme un rappel à l'ordre, une police de comment il faut se comporter, rester à sa place, ne pas désirer, ne pas être autonome, etc., ne pas être initiateur voilà. Et en même temps, y compris, moi ce que je voyais sur mon terrain, c'est qu'y compris les filles qui n'étaient pas du tout, qui n'avaient pas de forme d'autonomisation, qui essayaient d'être de la couleur du mur, qui étaient aussi des sexes dévorants et qui avaient quelque chose qui était vraiment lié de toute façon au seul fait d'être identifiée comme une fille ou comme une femme, quels que soient les actes. Et après, c'est quelque chose que moi j'ai pas mal travaillé par ailleurs, mais cette idée que en fait c'est justement une des croyances du sens commun, comme on dit, ou une des croyances communes, que les femmes sont... que en fait, quand elles se font traiter de salope ou quand elles se prennent une claque, c'est parce qu'elles ont fait quelque chose de pas bien quand même, y compris si on estime que ce qu'elles ont fait de pas bien est en réalité bien, ou quels que soient les jugements qu'on puisse avoir sur le sujet, alors qu'en fait, beaucoup d'entre elles, quoi qu'elles fassent, et c'est plutôt lié à leurs ressources par ailleurs, quoi qu'elles fassent, se prennent une claque. Et ce que dit aussi Guillaume à d'autres moments, hein, je dis pas un truc révolutionnaire là, mais sur la question du sexe dévorant, ce truc très spécifique, voilà, j'ai noté ça, donc je vous le dis, je sais pas, je pense qu'il y a d'autres choses, mais ça va être des trucs hyper précis parce que c'est sur une fiche de lecture, donc d'un point de vue global, moi, mais c'est un peu vieux quand même, mon histoire, donc j'arrive pas à me souvenir de moments où je me sois dit... mais parce qu'après, je pense que l'effet de la découverte aussi magnifie, y compris le moment de la découverte. Enfin, c'est-à-dire, il y a quelque chose après qui s'auto-entretient sur le fait que c'était tellement extraordinaire de lire ça et de comprendre tellement de choses d'un coup, que ce qui est resté dans ma mémoire et ensuite dans l'utilisation que j'ai pu faire de ces textes, c'était plutôt ce qui me plaisait, quoi. Je sais pas tellement quelqu'un... parmi les auteurs dans ma petite bibliothèque personnelle, il y a des gens, on pense contre eux, et ça peut être très très productif, y compris des gens qui peuvent être proches, mais c'est vrai qu'elle en fait pas particulièrement partie, mais je pense que sa position première dans mon histoire à moi, il est pour beaucoup, il y a un truc qui fait que j'ai du mal à penser contre, c'est pas ça le moteur est pas là, quoi. Il n'y a pas de passage. Non, moi je suis une vraie fan absolument. Pour l'éternité. Moi je dirais que peut-être c'est pas un passage qui m'a choqué, mais j'aurais aimé avoir quelques chapitres de plus sur le rapport entre l'appropriation individuelle et collective. J'aurais aimé qu'elle développe certaines notes de bas de page, notamment celles où justement elle compare
elle souligne quelques différences entre sexage, esclavage, servage. Voilà, j'aurais aimé qu'elle développe plus. Et il y a une autre petite note, ça c'est dans le premier chapitre, sur la contradiction entre l'appropriation privée et l'appropriation collective, l'une contredisant l'autre. Et ce sont des réflexions qui sont après, en quelque sorte, prolongées par Juteau et Laurin dans leur article sur les religieuses et les mères porteuses, où elles commencent à faire une analyse de la mise sur le marché rémunéré, du travail rémunéré des femmes au Québec dans le début des années 80, enfin dans les années 80. Et en fait, il y a probablement quelque chose à continuer là-dessus. Et j'essaye de le continuer, mais j'aurais bien aimé si Colette Guillaumin m'entend, pourrait-elle continuer? Voilà, si elle avait donné plus d'éléments, ça aurait été carrément génial. Il me semble, ou alors peut-être vous avez plus d'éléments. Dominique. Pour revenir en écho à ce que Isabelle Claire disait, moi c'est vrai que j'ai lu Questions féministes et c'était ce moment où le mouvement féministe donc l'activisme ou les groupes de conscience ou toute l'activité était peut-être moins présent, et donc c'était vraiment le coup de foudre de l'expression théorique de ce qu'on avait toujours pensé. Mais je pense que le travail de Guillaumin, il est un peu comme un diamant qu'on taille, parce que c'est vraiment l'élaboration page à page, raisonnement à raisonnement, de effectivement ce qu'elle dit, ce qu'elle redit dans le texte que tu as présenté, ce qui avait été dit dans le mouvement collectif. Mais on a là un travail de fond, on a un travail de mineur, et qui va chercher vraiment le diamant au fond de la mine. Mais alors bon, ça c'était pour dire ma propre expérience de la lecture du texte, et pour dire, bon, en complément de Ristel, c'est vrai que les années 90, mais c'est vrai que le groupe des années 84-89, au niveau des sociologues, il y avait pas mal d'activités, d'ateliers, de recherche, et les textes de Guillaumin étaient vraiment nos références fondamentales. Et alors, c'est pour ça que je dirais, les références de Guillaumin, c'est vrai que pour nous, c'était vraiment un outil permanent, cette distinction de l'appropriation collective et l'appropriation individuelle, ou des marques, ou les contradictions, surtout, ce qui souligne. Et c'est vrai qu'à titre d'exemple, dans la recherche qu'on avait menée sur l'espace-temps du travail domestique, c'était incontestable que le travail de Guillaumin soulignait bien comment le travail domestique, c'est pas interne à la cellule conjugale. C'est bien quand un homme est en couple avec, il y a l'ensemble des femmes qui sont aussi dans la circulation du travail domestique, etc. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, mais par ailleurs aussi, c'est vrai que quand on a fait l'enquête en VEF, on s'était retrouvé dans les données, la statistique, c'était assez étonnant, qu'il y avait, c'était des femmes divorcées qui se retrouvaient avec des situations de harcèlement moral ou d'harcèlement sexuel au travail les plus importantes. Et c'était les femmes divorcées. Tu vois, c'est exactement l'éclairage que Guillaumin avait souligné, si tu veux. Quand la femme est divorcée, elle redevient dans le commun, et donc elle est celle qui... Et qu'au contraire, les femmes en situation conjugale avaient des taux de risque de harcèlement moral et harcèlement sexuel beaucoup plus forts. Donc pour moi, c'est vraiment un outil de cette contradiction entre ces deux thèmes qui est vraiment, comment on appelle ça, un outil heuristique, S'il n'y a personne d'autre qui veut intervenir, il y aura sûrement d'autres occasions. Je voulais quand même, avant qu'on se dise au revoir, souligner un livre qui est paru en même temps, toujours aux éditions X. C'est Femmes esclaves au Brésil. Et voilà, je pense que c'est un texte qui est traduit du brésilien par Clara Dominguez, que vous trouvez en bas évidemment. Et je pense aussi que ça a un lien avec une partie de ce dont on a parlé ce soir. C'est écrit par Sonia Maria Giacomelli. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Isabelle, Sarah, Jules.